Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Oui, lancez-vous toujours dans l'aventure de l'entreprise avec Thomas Binet, comme tous les dimanches à 9h30 sur Sud Radio. Thomas, on parle de quoi aujourd'hui ? Eh bien, je vais commencer avec une saga de la semaine et je vais vous parler des sandwichs et des plats cuisinés Sodebo. On va recevoir notre grand témoin Lorraine Altmaier, cofondatrice de Tikino, un projecteur pour les tout-petits. On va parler éducation, écran digital, au moment où les écrans d'ailleurs sont remis en cause, et entrepreneuriat. Et puis la dernière question qu'on va se poser de la journée, c'est est-ce qu'il faut arrêter les réunions ? Ah, pourquoi pas ? Écoutez, remarquez, ça dépend lesquelles, on verra. Allez, tout de suite, mon cher Thomas, on commence comme chaque dimanche en partenariat avec le magazine Entreprendre par la saga de la semaine. Vous allez nous parler de la marque Sodebo, spécialisée en restauration hors domicile à travers des sandwichs, des pizzas ou encore des salades. Vous avez commencé à nous mettre un peu la salive en commissure des lèvres. Des salades à cette heure-là, à 9h30 Oui, écoutez, on est comme ça. Nous, vous êtes bizarre. D'abord, on a Vincent Ferniaud tout à l'heure, donc forcément. C'est ça, ce sera meilleur. Allez-y. Allez, cette marque a 51 ans, mon cher Jean-Marie. Elle accompagne certains de nos déjeuners depuis 1973. Et tout commence quand Simone et Joseph Bougreau, charcutier traiteur à Saint-Georges-de-Montaigu, décident de créer l'entreprise familiale Sodebo, spécialisée dans les produits traiteurs frais. 5 ans plus tard, ils inventent la première pizza fraîche vendue en supermarché. C'est un véritable succès, le début de leur réussite. Les créations s'enchaînent. 78, création de bouchée à la reine, croissant au beurre. 97, création de l'Oval, la première pizza individuelle. Et juste avant l'an 2000, ils créent des sandwichs gourmand pain qui seront élus saveurs de l'année en 2002. Oui, c'est une société qui a énormément innové et qui a su aussi anticiper en fait les attentes des consommateurs et être en avance sur la concurrence, quoi. Vous savez ce que disait Coco Chanel. Prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Alors ils ont été copiés, mais ils ont toujours su créer de nouveaux produits comme les Pasta Box en 2009, pâtes qui se réchauffent en 2 minutes au micro-ondes, comme en 2012 avec la création d'une salade en plateau repas. Bon, alors que devient Sodebo aujourd'hui ? Sodebo est dirigé depuis 20 ans par les 3 filles des fondateurs qui sont partis à la retraite. Elles sont leaders de leur marché avec 46% de part de marché dans les catégories des box, des pizzas, des sandwichs et des salades, et montent même à 75% pour les Pasta Box. Aujourd'hui, Sodebo, c'est un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros et 3000 collaborateurs. Ouais, c'est une sacrée réussite française, il faut bien le dire. Tout de suite, mon cher Thomas, peut-être une future réussite. On a beaucoup parlé des écrans dans les semaines qui viennent de s'écouler, les écrans pour les enfants. Et on est avec l'entrepreneuse de la semaine, Lorraine Altmaier, cofondatrice de Tikino. Alors, elle est venue avec ce projecteur. C'est un projecteur associé à un catalogue de contenus ludiques et éducatifs. C'est destiné aux 3-10 ans. Il est bleu, il est ludique. On voit que c'est pour les bébés, c'est mignon, hein ? Oui, absolument. Et puis, on va le voir sur sudradio.fr si vous nous regardez en ligne. Lorraine Altmaier, fin 2020, la France comptait 92% de foyers connectés. 8 Français sur 10 qui se connectent aux réseaux sociaux. Quant aux enfants et adolescents, le temps passé sur les écrans empiète sur leur temps d'apprentissage et de concentration. Un rapport, d'ailleurs, vient d'être émis dans lequel il est préconisé d'interdire le portable avant 11 ans, le smartphone jusqu'à 13 ans et rien avant 3 ans. N'est-il pas déjà trop tard quand même pour retourner cette situation ? Eh bien, bonjour. Mais il n'est jamais trop tard et je pense qu'il est important en effet que la conscience collective prenne en tout cas la mesure des effets nocifs des écrans électroniques. Il y a beaucoup de pays qui commencent à légiférer sur ce sujet. Taïwan il y a quelques années, la Chine, le Danemark et donc aujourd'hui la France, et je pense que c'est une excellente chose, même si on ne pourra pas aller dans la vie privée des familles pour aller voir ce qui s'y passe, qui est difficile, mais d'avoir conscience que en effet ce n'est pas anodin de mettre les enfants et les plus petits, surtout de moins de 3 ans, devant les écrans qui ont une lumière bleue directe, qui sont très souvent très rapides pour leur âge, et puis surtout des appareils qui ne soient pas sécurisés dans leurs mains ont des conséquences très nocives sur leur santé et sur le long terme et sur leur développement cognitif. Alors j'avais tendance à dire, vous arrivez à point nommé en fait avec votre produit aujourd'hui, puisque évidemment on est en train de se rendre compte de cette difficulté d'apprentissage, de concentration, et puis aussi d'enfants qui sont confrontés à des images qui ne sont pas pour eux. Donc vous avez créé un produit justement, Tikino, Jean-Marie le disait, et on peut le regarder sur sudradio.fr, qui doit être une alternative justement à ces smartphones, tablettes que les parents mettent entre les mains des enfants. Est-ce que c'est la principale raison qui vous a poussé à créer ce produit alternative ? Tout à fait. Le point de départ était de se dire que l'image a un pouvoir éducatif et divertissant très fort. Et on est parti du constat ça pouvait aussi apporter beaucoup de choses aux enfants.
mais la manière dont c'était offert aux enfants n'était pas adaptée, non seulement à travers le support qui n'était pas adapté, puisqu'aujourd'hui on a énormément de devices qui se sont développés et qu'on met entre les mains des enfants, mais qui ont à la base été pensés pour les adultes. Oui. Alors ça, je pense à l'ordinateur, à la tablette, au smartphone, Absolument, évidemment. Et ensuite, on partait aussi du constat que le contenu était très souvent rapide pour les enfants et va de plus en plus vite. Et ça participe beaucoup aussi à l'énervement des enfants. Sur le moment, l'enfant est captivé, ne bouge pas, et c'est fantastique pour les parents. Seulement quand on éteint l'appareil, là c'est l'explosion d'émotions, et pas souvent des bonnes émotions, parce que l'enfant a été très souvent accaparé et par des images très rapides et puis beaucoup de lumière bleue dans les yeux au même moment. Qui participe beaucoup à l'énervement, et puis après d'autres troubles qu'on connaît, troubles du sommeil, surtout quand on regarde le soir ou même le matin avant d'aller à l'école. Beaucoup d'instituteurs disent aujourd'hui, on est capable de voir les enfants qui regardent la télé le matin puisqu'ils sont très énervés. Donc on est parti de ce constat-là, justement. 2 ans de recherche et développement, je précise quand même au passage. Oui. Ça c'est important. Tout à fait. Et on a d'ailleurs fait analyser en laboratoire scientifique la différence entre regarder un contenu à travers un écran classique et à travers notre projecteur. On a scientifiquement prouvé que le projecteur émettait 24 fois moins de lumière bleue dans les yeux des enfants quand l'enfant regarde un contenu via ce projecteur. Et ensuite, on a beaucoup travaillé aussi sur la rapidité d'image. Et là encore, les résultats ont prouvé que l'enfant est stimulé 9 fois moins au niveau des yeux. On s'est aussi rendu compte qu'on n'a pas besoin que le contenu aille très vite pour que l'enfant soit diverti ou que l'enfant apprenne quelque chose. On va s'intéresser un peu au contenu aussi, parce que c'est pas le tout d'avoir l'appareil. Le contenu, vous avez embarqué dedans du contenu en collaboration, entre autres avec Bayard Jeunesse, pour avoir une qualité, revenir peut-être un peu aux images d'antan. Tout à fait. C'est aussi notre choix de catalogue de revenir sur des trésors aussi audiovisuels qu'on a connus dans notre enfance et qui ont une rapidité d'image, en tout cas qui correspond à notre ligne éditoriale. Et puis, on a aussi effectué des partenariats avec des maisons d'édition, notamment Bayard, pour aussi développer tout le volet éducatif, puisque c'est un volet très important de notre catalogue. On a envie que l'enfant profite de l'image, mais aussi en retire quelque chose, soit des connaissances évidemment, mais aussi lui donne l'envie d'aller lire, découvrir autre chose, soit curieux. Et ça, vraiment, aller chercher développer la curiosité des enfants, c'est une des particularités, en tout cas une des choses qu'on a envie de développer à travers notre catalogue. Alors vous êtes dans Oser entreprendre, ça vous a pas échappé. On va s'intéresser à l'entrepreneuse que vous êtes maintenant. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? J'évoquais tout à l'heure rapidement dans votre propos, vous avez eu 2 ans de recherche et développement, le financement, la recherche et développement, l'accès au marché. C'est quoi les difficultés majeures qui vous reviennent immédiatement en tête? Alors les difficultés sont multiples, comme tout projet entrepreneurial. Le premier a été de développer le produit physique. Évidemment, c'est pas simple de concevoir un device qui a beaucoup d'électronique, d'optique en plus, une mécanique, etc. Beaucoup de R&D, de tests, de prototypage, et puis aussi de tests auprès des enfants, puisqu'on a voulu développer un projet qui soit adapté pour les tout petits, qui puissent l'utiliser de manière totalement autonome. Donc il a fallu effectuer aussi des tests auprès d'eux, auprès des parents, de tester est-ce que le parent était intéressé par ce type d'objet. Donc on a eu toute une phase de test et auprès de notre cible, et puis après toute la phase de conception qui a été mouvementée, puisqu'en plus développée en plein Covid. Donc voilà, ça a été une petite difficulté supplémentaire. Mais on y est arrivé. Et ensuite, évidemment, faire connaître notre produit. Mais finalement, l'actualité nous a aussi beaucoup aidés. Et on voit que les parents, depuis qu'on s'est lancé, sont en recherche permanente d'alternatives aux écrans. Vous êtes avocate, hein? Ancienne avocate. Oui, mais on reste toujours avocat quelque part, même si on n'exerce plus. Pourquoi avoir quitté le barreau justement pour lancer Tikino? Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter quelque part un confort de vie, j'imagine, quand même, quand on est avocat, la plupart le sont en tout cas, pour partir dans l'entrepreneuriat? C'est vrai, j'avais une forte envie de développer quelque chose de concret et qui avait du sens pour moi. Forte envie d'entreprendre depuis très longtemps, et d'où peut-être aussi la volonté de créer quelque chose de matériel plutôt qu'un service. Naturellement, j'avais plus envie de développer quelque chose et surtout quelque chose un peu disruptif qui apportait vraiment quelque chose à l'existant. Autour d'une mission en tout cas qui me parle beaucoup. Je résume en disant que vous êtes passé du conseil à l'action, c'est ça aussi? Quelque part, passer de l'autre côté de la barrière. Oui. Merci à vous. Merci à vous, Lorraine Altmaier. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Tikino. Tout de suite, Thomas, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Oser entreprendre, Thomas Binet.
On explique quelque chose autour d'une maladie bien française, bien connue dans les entreprises, la réunionnite aiguë, Thomas. Ben oui, Jean-Marie, parce qu'en France, on adore ça. Et pourtant, selon une étude, elle serait globalement inefficace. Seul un quart de ces réunions aboutirait à quelque chose d'utile et de probant. Ben, il est vrai que souvent, les participants font autre chose que les réunions. À 57%, ils consultent leurs emails et à 22%, ils sont sur Internet. Pour se donner une idée, un cadre passe 16 ans sur 40 années de vie professionnelle en réunion. C'est quand même impressionnant. Bon, alors, on a bien compris quand même que c'est pas la panacée, la réunionnite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut supprimer les réunions ou alors les réinventer? Allez, je vais aller sur la deuxième proposition, les réinventer. Concrètement, il faut d'abord les reformater. Privilégier le début de journée et d'une durée courte. L'idéal étant de ne pas dépasser 2 heures. La préparation également. Définir un ordre du jour clair et transmis aux participants qui ne devrait pas excéder 6 personnes autour de la table de réunion. Ben, il faut aussi penser que c'est un lieu de décision et non de discussion, d'où le travail préparatoire. Exactement. Alors, il y a des alternatives ou pas aux réunions? Oui, les échanges directs avec les collaborateurs concernés, évidemment. Ou alors, il y a des outils collaboratifs très prisés chez les jeunes collaborateurs comme Slack, Trello ou d'autres, même s'il ne faut pas retirer les échanges collectifs qui créent du lien social dans l'entreprise. Exactement. J'imagine que vous avez une idée à nous proposer? Allez, on va essayer de donner du baume au cœur aux 35% de cadres qui considèrent qu'elles sont inefficaces. Je vais vous raconter une petite anecdote. Dans les années 70, la conférence des rédacteurs du journal Le Monde se faisait debout autour du fondateur Hubert Beuve-Méry. C'est une manière d'éviter que la réunion s'éternise en obligeant chacun à être concis. C'est une idée comme une autre, peut-être qu'il faut la tester de temps en temps. Sur des charbons ardents, pourquoi pas. Absolument. Aussi. Allez, on va trouver des astuces comme ça. Merci beaucoup Thomas Binet. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant, on va parler de votre argent, on va parler de crypto-monnaie. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.